Bon, bah voilà, salut Marco, donc ça va? Ça fait quelques temps qu'on se connaît. Et donc voilà, ça fait 6-7 ans qu'on se connaît. Depuis combien de temps tu habites en Pologne, à Varsovie? Je suis venu ici carrément le 2 janvier 98. 2 janvier 98, donc ouais, une vingtaine Ça d'années. fait 19 ans, bientôt Mhm. 20 ans. Des étrangers ou des Polonais qui arrivent en Pologne, deux, trois conseils qu'est-ce qu'il y a à faire d'intéressant au début? Pour rencontrer des gens, Un, apprends et pour... la langue. Ouais, Apprends la langue. Ne sois important. pas un débile comme un Américain que j'en connais deux ou trois qui sont là entre 7 et 20 ans, qui ne sortent même pas un mot et qui sont même pas capables d'aller au magasin. Disons, Ouais. même leur langage de supermarché n'est pas grammatique après 20 ans. Laisse tomber. Donc, il faut Ok. apprendre la langue pour comprendre le pays et aussi pour fermer la gueule des skins qui t'emmerdent, que tu n'utilises pas leur langue. Ouais. Ok. Et en même temps, tu auras accès à une culture, plein de jolis films, littérature, même BD. Si on vit comme un diplomate qui Ouais, n'attend sa réexpédier, ouais, rotation, c'est ça. réexpédition en 3 4 ans, euh, on ne voit que la superficie et surtout pas une jolie superficie toujours d'un pays. Certains traitent Varsovie d'être grise, mais disons, si tu connais la langue, tu trouves la couleur très vite. Ouais. Totalement d'accord. Non, non, même la réputation des Polonais, on dit les Polonais fermés, les Polonais. Ah, peu, parce que Non, tu mais connais c'est pas leur langue, ils non, ont mais peur de te c'est la parler en première chose. anglais, C'est peut-être. quand tu vas dans des pays comme l'Espagne où tu vois le contact est beaucoup plus chaleureux au premier regard. Peut-être que le polonais est plus difficile à capter au premier regard, mais après c'est un. Ouais, ouais. C'est une famille, quoi, si tu veux. Comme tu dis, tu parles russe et ça vient d'où cette. L'école, j'ai fait le russe à l'école. Il y a Ah, Gorbatchev qui s'est pointé au pouvoir en 85. oui. Et à l'époque, à l'école, on avait un choix direct entre l'allemand ou le russe. Et pour moi, c'était plus intéressant, plus exotique. Le russe à l'école et ça t'a. À l'école, j'ai cru que je me suis trompé d'apprendre une langue aussi horrible avec un alphabet à l'envers et tout. Ouais. J'en ai mis, je sais pas, 5 ans à apprendre ça. Et après, j'ai vu des étudiants russes qui sont venus en échange en Angleterre. J'ai vu des jeunes Ah, filles qui des parlaient jeunes russe. demoiselles russes Oh et oui, oh, justement, qui faut que parlaient. je parle leur langue. Et non, 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 mais leur langue devenait une langue vivante pour moi. Uh-huh. Avant, c'était comme si j'apprenais le latin. Et Ouais. c'était dur à l'école. Et j'ai vu des jeunes personnes qui utilisaient la langue. Et enfin, ça m'a stimulé, si tu veux. Super. Non, non, mais génial. Belle stimulation. Dire deux, trois points positifs et deux, trois points négatifs de la vie ici, de la Pologne, de Varsovie, de ce qui se passe. Positif. Tu Oh. commences du côté que tu veux. Je commence par le positif. Ok. C'est plus positif. Disons, il y a beaucoup de choses. Et je me sens mieux en Pologne que dans mon pays natal, je peux le dire. Je trouve que les gens sont beaucoup plus ouverts ici. On peut dire ce qu'on pense. Euh, c'est vrai que ça, des fois, ça tombe tout de suite en polémique en Pologne. Par contre, dans un bar ici, tu peux, en 10 minutes, une amie à nous, par exemple, je l'ai connue pendant une soirée reggae assez forte et bruyante. Et au bout de 5 minutes, on était en train de parler de runes et de langues disparues de Mésopotamie Uh-huh. en 5 minutes. Essaye de trouver ça dans un pub londonien. Pas possible. Ok. Donc, les Non, gens mais sont c'est une beaucoup plus polonaise ou ouverts. une Oui, une étrangère? polonaise. Ah, Je veux dire, mais on tombe tout de suite sur des gens prêts à parler de tout en détail. ouais. On peut se faire des amis comme ça. Oui, donc je trouve que l'Angleterre est un pays assez clos dans ce sens-là. Ok. Autre point positif, c'est un point positif qui contredit ce que tout le monde dit, c'est que le temps est pourri et qu'il fait froid en hiver. Moi, je vous dis que à cause de l'hiver accentué, on sent vraiment le printemps.
on a un printemps explosant de vert et de couleurs qu'on n'a jamais en Angleterre, par exemple, où il fait plus ou moins vert toute l'année. Mais que du positif, donc deux, trois petits points négatifs. Petit point négatif, mais bon, ce sera rien de nouveau. Le racisme, les gens fermés, mentalité de fans de foot, catocratie, fermeture des tribunaux, etc. Ouais, la Tout ce situation que j'aime politique pas dans actuelle. chaque pays fasciste du monde et que j'aime pas dans chaque pays clos du monde existe ici aussi, malheureusement. Mais heureusement, j'ai beaucoup d'amis qui prouvent le contraire. Voilà. Non, mais il y a beaucoup de personnes qui disent justement la Pologne raciste, enfin plein de racistes dans la rue, on peut pas se déplacer à Praga. Enfin, moi je suis blanc de peau comme toi, je suis français, les Polonais aiment bien la langue française, donc j'ai peut-être des atouts par rapport à d'autres, mais on va dire par rapport à des gens comme moi, il y a pas beaucoup de. Enfin, je ressens pas toute cette haine. Ça fait bientôt 20 ans que je suis là. J'ai jamais eu de problème ouvertement raciste contre moi, sauf les dernières 2 années où, par exemple, on entend de plus en plus, surtout des très jeunes et bourrés, du genre ici on parle polonais, on est en Pologne là, qu'est-ce qu'on fait, et auquel je réponds en polonais comme il faut. Et toi alors, combien d'autres langues tu connais, etc., etc. Et je l'ai fait à la fin. Ma façon, c'est de leur faire comprendre qu'ils sont cons. Et qu'est-ce qui te répond justement ce jeune après ton. Après mes speeches, Ouais, d'habitude ça finit en excuse-moi, parce que eux, ils m'attaquent d'abord de parler l'anglais dans leur pays. Ouais. ok. Et je saute tout de suite en polonais et je répète la même chose en polonais, ok, avec peut-être un accent, un peu de grammaire de travers, mais je leur explique de façon populaire que pas seulement je suis en Pologne, je connais le pays, la langue, la culture, j'ai traduit des choses, des œuvres polonaises qui existaient avant leur naissance, etc. Et que, en fait, ça se peut que je suis même un peu plus polonais qu'eux-mêmes. Si la limite de leur polonicité se compte en être un fan de Legia et portant leur DNA. Voilà. Toi, je pense que tu es la personne que je connais qui a le plus grand carnet d'adresses. Comment tu connais tous ces gens-là? Et des gens de voilà toutes les langues, toutes les cultures, comment tu connais autant de personnes à Varsovie? C'est à cause du fait que j'ai travaillé avec les Biélorusses d'abord. Donc j'ai eu des contacts avec des Polonais qui travaillaient avec la Biélorussie, donc, et beaucoup de Biélorusses. C'est aussi mes contacts personnels, par exemple des concerts et soirées. J'ai connu à un moment donné un DJ, Avec Chaco. avec qui Ouais. j'ai rencontré plein de personnes. Et aussi avec ma vie professionnelle. Chaco, tu l'as Récem- croisé ici? Tu l'as Oui, croisé oui, à oui. Varsovie? Je suis allé au PIF avec mon ami suédois à une soirée reggae. Et Chaco mixé. Et le mec voilà. sortait je sais pas quoi. Et je suis allé et j'ai dit, excusez-moi, qu'est-ce que c'est que ce morceau-là? Et depuis, enfin, on est amis depuis. Tous Ok. les deux fanats de la musique Non, ouais. excentrique, de drôles de pays. C'est une petite communauté. Tu m'as demandé sur Ouais, l'hiver et le temps. Je peux dire, j'ai rencontré ce gars-là, c'était au mois de septembre, octobre, novembre, je crois. Grâce au reggae polonais, j'ai pu passer des hivers rudes et froides dans, disons, la chaleur amicale. Ça fait passer l'hiver. Ouais. Donc j'ai appris, non, j'ai connu des gens, donc socialement et professionnellement. Mais ça, c'est lié parce que voilà, toi, tu es une personne qui est facilement sociable, on va dire. Tu vas croiser les gens facilement, non? Ça dépend parce que si quelque chose me passionne, comme maintenant, là, je peux parler avec qui je veux, ça me gêne pas Ça d'en se parler. C'est pas que je vais chez quelqu'un de pas connu dans la rue, enfin, Ouais. je branche pas les Bien sûr, inconnus à non, part. non, faut un petit truc en commun. Je dis aussi que le fait que je suis pas, c'est comme mon boulot. À chaque fois qu'on me donne une traduction, surtout si c'est un nouveau domaine, ça me fait penser à
de nouvelles choses. Et ça m'intéresse aussi le fait que je ne sais pas ce qui se passe dans ce monde-là. Donc j'ai dû traduire pour des gens de toutes couleurs et de tout calibre. Donc vraiment, des ministres jusqu'au vers de terre. Tu as de temps en temps des propositions de traduction de gens dont voilà, des nouvelles propositions qui n'ont rien à voir avec tes clients entre guillemets normaux. Tu parles de BD? Ouais. Oui, d'habitude. Malheureusement, j'aimerais bien dire que je vis seulement des BD, mais malheureusement, la plupart du temps, je suis en train de faire des choses assez solides. Là, je viens de terminer quelque chose pour une université allemande, intitulé voilà, Collaboration et résistance pendant la guerre en Pologne 39-45, etc. Donc, okay. je suis souvent dans la politique, l'historique, etc. Donc ouais, t'es traducteur en grosse partie bande dessinée, mais traducteur de j'ai documents. voulu me spécialiser en BD parce que ça me plaît. Ouais. Je me lève le matin et je veux aller au boulot. Voilà. Ouais, ça fait du bien. J'ai pas un seul ami qui a dit ça. Autrement, c'est oh merde, c'est le boulot. Oh oui. Mais des fois, si j'ai trop de textes universitaires, ça devient pénible et ça devient heureusement qu'il y a des du BD boulot, qui te font des du trêves, boulot, quoi. ouais. Si j'ai 20 pages d'université, mentalement, ça prend plus de temps parce que c'est plus sérieux et je dois être vraiment net. Ça doit sonner à un niveau académique comme il faut. Par contre, les BD, il faut que je raffine bien. Il faut que un personnage parle toujours dans la même langue. Enfin, je veux dire, le même genre de langage le long du bouquin. Donc, c'est pas un processus facile, mais je suis plus capable de me mettre et de commencer et finir une BD dans une session que de pouvoir faire 20 pages d'université. Je veux dire, où je suis obligé de prendre des pauses. Non, mais quand tu fais un truc d'université, tu fais plus quelque chose pour quelqu'un, et quand tu fais une traduction de BD... Non, mais en même temps, j'apprends beaucoup de choses tu apprends, dans le texte. C'est plus chiant, quoi. C'est plus chiant, mais BD, tu le te format... mets dans le personnage et tu le fais. Oui. Enfin, c'est toi qui parles. Tandis que l'université, tu parles pour cette personne. Oui, et je suis pas... La BD, c'est... Mais de l'autre côté, par exemple, j'ai appris, je dirais, ici, j'ai appris plus sur la guerre, l'occupation, les Allemands, les Juifs, etc., en étant sur place dans l'endroit où tout ça s'est passé pendant la guerre. Et j'ai appris ça grâce à la situation. Et maintenant, chaque texte de ce genre, ça me fait revoir la ville dans laquelle je vis de façon différente et j'apprends énormément de choses. Mais en BD, c'est pas que c'est moins responsable comme boulot. Non, mais... Le niveau des détails chez les universités et les BD est la même. Je dirais que je mettrais quand même 2 ou 3 fois plus de boulot sur la BD que sur le texte, parce que le texte n'est pas parlé. Le texte, c'est des faits et des façons de le dire. Et c'est bien. T'as pas d'interprétation sur un voilà. texte. Et BD, t'as beaucoup d'interprétation. Par exemple, j'ai eu un truc avec Sherlock Holmes récemment, comme BD, où Sherlock Holmes parle comme il faut, et il parle aux gamins de rue qui parlent comme des cockneys de rue. Donc, toujours 2 registres différents. Au moins, avec l'université, enfin, les textes pour les universités, c'est un niveau, toujours le haut niveau. Haut niveau et solide. Donc, aussi intéressant, mais un peu plus opprimant. Ouais. Non, mais j'ai peur des deadlines universitaires, j'ai jamais peur de mes deadlines BD. Voilà. Comment ça se passe quand on te donne Enfin, je t'envoie une BD à traduire, Mais en d'habitude... gros, t'as une deadline de temps? Oui. C'est que d'habitude, je le regarde parce qu'il y a des BD, évidemment, où il y a 2 mots par page. Il y a d'autres où c'est comme un roman à chaque fois. Donc, selon la quantité de texte, je vais regarder mon calendrier et dire que je crois que je finirai en gros là. Comme je te disais tout à l'heure, des fois j'ai une BD que je peux me mettre dessus et finir en 24 heures. Mais justement, après on polit le texte, enfin je peaufine quoi. Mais comment ça se passe? C'est l'éditeur qui te demande de faire ça en un certain temps et t'envoie? Non, d'habitude, tu vois à peu près combien de temps tu vas mettre? En le prenant, je regarde et il dit j'aimerais
telle et telle date, je regarde le contenu, ce que j'ai encore à faire et je dis si c'est faisable ou pas. Et que 2 ou 3 fois, j'ai dû demander une rallonge ou quoi. Oui, une rallonge de temps, ouais. Parce que ça... C'était pas possible. Ouais, mais pas toujours, enfin 2-3 jours de ça. D'habitude, je peux calculer dans ma tête. Donc, en gros, si je faisais rien d'autre, et si c'était un truc plus ou moins compliqué et avec beaucoup de texte, ça me prendrait, si je faisais vraiment pas d'autre chose et je dormais moins et je mangeais moins, 2 semaines en gros, quoi. 2 semaines pour une BD. C'est pour tout finir, mais ce serait une vitesse que j'aime pas. Oh J'aime non, mieux faire une je semaine, pense 2 qu'en semaines, 2 et puis semaines, les laisser un peu de Ouais, temps. il n'y aurait pas tes détails au niveau des Voilà. dates, au niveau des endroits. Ça, je vérifie en route, quoi. Ouais, Ça va. Mais des fois, ayant fini tout et vérifié les détails, si je le largue et je le laisse autant de temps que je peux avoir, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, et je reviens après, ça devient comme un texte que tu n'as pas écrit tout seul. Et tu commences à le revisiter comme un lecteur, pas comme un écrivain. Et à ce moment-là, tu commences à remarquer tes grands bugs et faire que ça sonne plus humain. Au niveau, quand tu écris un article, quand tu fais un truc comme ça, tu es payé au niveau des lettres, je crois. Des lettres, oui. Comment tu es payé Je toi, compte au les niveau symboles. d'une BD? Ah, BD, ça dépend aussi à chaque fois. Disons, chaque éditeur n'a pas un budget illimité pour n'importe quel bouquin. Donc, ils prennent une série de, je sais pas, 1, 2, 3, 5 tomes. Et la maison d'édition a ça comme un projet, tu vois, en parallèle. Ils trouvent du financement pour ça comme un projet à part. Donc, des fois, tu as un projet super bien payé. Mais l'argent, donc ça a rien à voir avec les Ça lettres. dépend. Par exemple, j'allais dire en gros que si je calcule le nombre de symboles, comme d'habitude que je ferais pour un texte d'université, etc., ça sort d'habitude plus ou moins exactement comme si j'avais traduit exactement le même nombre de symboles sur un texte A4, ou bien moins, et payé pareil, ou bien c'est l'exploitation. J'ai récemment eu une belle bouquin sur l'Afghanistan, mais qui était 160 pages. Et j'ai donc été plus ou moins exploité, sous-payé. Mais le boulot m'a tellement passionné que je l'ai pris quand même. Par contre, j'ai eu plus tard, de la même firme, une BD avec très peu de dialogue, qui était beaucoup moins chiant à traduire. Donc, je trouve que l'un récompense l'autre. La boîte franco-anglaise pour qui je traduis me donne, je crois que c'est 5 livres par page, boum, comme ça. Mais ça peut être une page sur laquelle il y a marqué bang 3 buts. Voilà, ou 3 points. Ok. Et tu as une autre page où tu as un texte sorti de l'encyclopédie, quoi. Donc, donc ça s'équilibre d'habitude. Ok, cool. Tu as commencé il y a 4 ans à traduire les BD. Mm-hmm. Est-ce que avant ça, tu étais un fan de BD ou c'est venu... J'ai toujours été fan de BD depuis que je me souviens, je l'ai ici, je crois, mon premier BD. C'était Astérix, le gladiateur, en anglais. Oui, donc tu peux dire que un des premiers comics de ma vie, c'était un comics français, si tu veux, une BD traduite en anglais. Donc j'étais influencé depuis l'enfance. Ouais. Super. J'ai toujours aimé, surtout chez Astérix et Tintin et tous les jeux de mots les noms qu'ils ont traduits. Et après, disons, nous on connaît tous les personnages d'Astérix en anglais. Donc Vital Statistics, Getafix, Dogmatics, etc. Et après, beaucoup plus tard, j'ai vu la version française et que le druide s'appelle... Panoramix. Voilà. Et chez nous, c'est Getafix. Et Astérix et Obélix, c'est les mêmes? Oui, parce qu'on a les mots astérisque et obélisque. Pareil. Mais c'est que pour ça. Ok.
Oh, génial, génial, génial. Wow. Donc, et ouais, depuis cet âge-là aussi, j'ai compris que ce qu'on appelle maintenant Eurocomics sont beaucoup plus intéressants que les Superman, Batman américains. Pour moi, ce sont comme des films coupés en cadre, voilà. Enfin, en cases. Parce que tu as un flow comme dans un film. On peut dire aussi que ces super blockbusters Marvel récemment sont bien faits parce qu'ils ont l'impression, la même gueule que les comics américains. Donc, flash, kapow, kabam, sur tout l'écran. Pas trop de subtilité. Yes. Pas trop. Enfin, si les dialogues sont pas trop raffinés, ça change pas grand-chose parce que c'est un mec volant en slip, quoi. Parce que justement, dans tes traductions, tu traduis du français à l'anglais. Tout le temps. Ouais. Oui, parce que d'habitude, les traducteurs, s'ils ne sont pas bilingues ou, disons, certaines langues, mais d'habitude, on prend des traducteurs pour traduire dans leur langue maternelle, Ouais, c'est ça. sans faute. Je pourrais traduire en français, mais tu entends ce que ça donnerait. Il faudrait me corriger après. Mais, non, mais parce que justement, on se connaît depuis pas mal de temps, et même on a parlé pendant 1 heure et demie avant cette petite interview. Je suis super impressionné pour le travail que ça donne de traduire des BD. Au début, c'est un travail, on se dit, ouais, j'ai envie de faire pareil, c'est génial, quoi. Oui. Vivre dans les BD toute la journée, ça a l'air d'être le travail de rêve, alors que c'est un peu plus compliqué. C'est même très compliqué, et des fois, c'est un peu comme la première impression d'un pays ou d'une langue qu'on a quand on arrive en touriste et on sait pas, on connaît rien. Par exemple, en venant ici, il me semblait, quand je passais dans les bus, etc., que le polonais est une espèce de mélange du chinois et du français, avec un peu de russe sur les bords. Okay. Juste au niveau son. Donc, avec une BD aussi, par exemple, la première fois que je lis une BD que je dois traduire, disons, je suis passionné dans les bons moments, je ris dans les bons moments, etc. Et après, je me rends compte qu'il faudrait que j'essaye de capter exactement ça dans l'anglais. Et c'est pas toujours évident, surtout... Okay, ouais. Super. Help, I'm losing focus. Où tu veux aller? Non, mais c'était juste non, parce que ce qu'on m'a dit, c'est réputé comme le travail de plus ou moins de Landeur. Ah oui, c'est ça. Alors que c'est justement c'est beaucoup plus important. Donc, si on traduisait quelque chose genre Superman, Batman, très souvent c'est des textes, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est plus facile, disons. Les personnages sont plutôt comme des découpés, ouais. Je veux dire. Ok, il n'y a pas de personnalité. Disons un peu 2D, ouais. Pas trop de personnalité. Okay. Si, ça existe. Mais... Non, mais il y a de la personnalité, mais on va dire que c'est pas subtil. Il n'y a pas de subtilité dans les... Pas trop. Ouais. Plutôt... C'est plutôt noir et blanc, si tu veux, voilà. Mais en couleur. C'est une grosse caractéristique oui, justement. Sans aller dans des détails plus subtils. Mais tout ce que j'ai reçu là, actuellement, j'ai pris mon 70e commande de BD, là. Donc 70 tomes. Tout à l'heure, tu faisais un parallèle avec les comics américains. Et tu me disais que les BD, on va dire en Europe, c'est beaucoup la culture belge et française. Belge, française. J'ai l'impression que les BD, soi-disant franco-belges, sont comme des films, mais sur papier. Donc, et un Marvel, en BD, tu ressens pas du tout la même... Si, mais disons le flow, le flux narratif en français est souvent comme un film. Ça peut être comme chez Tarantino, avec des flash-forward, flashback un peu décalés. C'est pas toujours linéaire. Les comics américains, c'est plutôt comme des blockbusters de science-fiction ou quelque chose du genre, donc c'est plus ou moins linéaire. On va dire qu'il y a moins de place à l'imagination. Parce qu'ils vont leur combler avec leurs effets spéciaux. Exactement. Et même jeu avec les comics. T'as une planche de Superman qui est plus ou moins une grande explosion avec des choses qui sortent de là.
Ça peut exister en français aussi, mais c'est de plus en plus rare. Et s'il y a une belle explosion comme ça doit être contextuel. Pas juste pour remplir une page en entier. Okay. En plus, le format normal des comics américains est 22 pages. Les petits qu'on achète chaque mois en papier. En France, c'est 40. 22 pages. 48, chez vous, 46 minimum. Ça, c'est les soi-disant albums moyens. T'en as 52 pages, t'en as 56, 62 comme Tintin. Et après, t'as des trucs oversize au-dessus de 100 pages, etc. que je suis en train de faire en ce moment. Ok. Donc, les Français se laissent énormément plus de temps pour le développement des personnages et des paysages et donc d'événements aussi. Donc, tu as plus de sujets, quoi. Enfin, moi, étant un passionné de BD, c'est super intéressant d'entendre ça parce que j'ai jamais pris le temps d'analyser cette subtilité. Toi, vu que tu passes sur une BD, tu dois la lire 50 000 fois. Au moins. La première fois, tu as peut-être le même passage que moi, la deuxième fois aussi. Mais je sais pas, la 5-10e fois, il y a peut-être une analyse qui commence à... C'est ça, c'est que au début, je fais une traduction vite faite, comment te dire. D'habitude, je lis une fois tout seul la BD. Après, je fais une première passage où j'essaie de traduire à une vitesse réelle, comme dans la BD, je veux dire. Comme moi, je lisais. Okay. Des fois, je veux pas m'arrêter pour regarder dans un dictionnaire parce que ça me passionne trop et je veux continuer avec et je remplis les trous après parce que je suis passionné de voir comment ça finit, tu vois. Justement, par rapport à ça, les enfants, même tous les adultes, dans notre jeunesse, on a été éduqués en grosse partie par rapport à la BD. En Pologne, c'est beaucoup, beaucoup moins connu. Oui, j'étais impressionné en France, parce que chaque librairie et bibliothèque, tu as un quart du magasin est en BD. Ici, pour moi, c'est le rêve. Ici, tu as pratiquement rien. Disons, c'est pas dans la culture. J'ai entendu ça 1000 fois en Russie aussi. On n'a pas de comics. On en a trouvé, mais c'est rare, bizarre et pas commun, quoi. Disons, même dans le monde anglophone, Astérix, Tintin, c'est des exceptions quand même. Après, c'est Batman, Superman. Et après, d'habitude, tout le monde perd leur intérêt dans les comics, etc., BD, à l'école. Et après, ça se traite toujours de comics d'enfants. Mais là où tu as été impressionné de voir autant de BD en France, comment ça se passe en Angleterre? Vente? Non, mais je sais pas, dans les magasins, dans les grands magasins. Pour moi, par exemple. Est-ce qu'il y a une grosse partie BD ou... Non, justement. Si tu vas dans une grande librairie, tu vas trouver une rubrique comics ou quoi. Mais ça va pas être aussi grand que tu crois. Depuis mon enfance, dans ma ville de Bristol et à Londres, il y avait 2 ou 3 endroits réputés qui vendaient des BD et tout ce qui est lié à la science-fiction. Et tu peux t'acheter des Darth Vader en grandeur nature, etc. Des Daleks télécommandés, etc. Bon. Et c'est un peu du genre ce qu'on voit maintenant dans des Comic-Con. Donc c'est plus les produits dérivés pour les que fans, la BD en oui, ça aussi, tout ce qui est autour. Donc tu peux dire que c'est une presse spécialisée en Angleterre. Mais récemment, et surtout avec l'ère digitale, c'est sorti un peu plus largement. Et surtout en arrière, grâce aux films du genre Marvel, V comme Vendetta, Watchmen, Les Gardiens, des trucs comme ça. C'est la présence au cinéma. La présence au cinéma fait rappeler à de plus en plus de gens que ce fut un personnage de BD, et qu'en fait, comme d'habitude, le bouquin est mieux que le film. Reviens voir. Tout le monde qui a vu le film de Gardien, Watchmen, dit que c'est joli, mais quand même, si tu veux, tout ce qui était profond là-dedans est toujours dans l'original, qui nombre, je sais pas, 500 pages, quoi. Non, mais justement, c'est une question qui me vient là dans ce que tu dis. C'est quand tu vois un film, un film Marvel, tu peux lire la BD le soir même. Si tu réadaptais un film Marvel, je viens de voir Thor Ragnarok.
Ouais, c'est aussi nul que tu crois, mais c'est très, très divertissant. C'est très divertissant, c'est joli. Ouais, enfin, ça fait rire. Bon. Si tu prenais cadre par cadre le film, là, et tu refaisais ça en BD, avec une bulle pour chaque dialogue, etc., tu aurais une centaine de pages, je crois. Et tu les lirais très vite, beaucoup moins vite, beaucoup plus vite que le film même, qui traîne pratiquement 3 heures. Ouais. Le temps qu'on a dans les BD, c'est bizarre. Par exemple, un film comme Sin City, tu connais. Ouais. C'est connu du fait que Rodriguez a pris carrément la BD, il l'a utilisé comme storyboard plus ou moins pour filmer. Et donc tu as des cadres qui sont pratiquement exactement comme dans les cases dans la BD. Ouais, disons, en lisant toi-même, tu as un flux de temps qui est différent qu'un film. Et par exemple, tu peux mettre juste un strip, disons, la largeur de la page, 3 images par exemple, et puis sauter tout de suite sur une autre scène, et tu peux dire dans tes 3 images là... Ouais, autant que dans 10 minutes de film. Quoi. Oui, et le fait que ce soit la ligne suivante sur la page ne te gêne pas en le lisant, et tu peux comprendre qu'il y a eu une pause, ou ça se passe dans un autre endroit. C'est comme si j'avais un découpe. Dans un film, si tu faisais à cette vitesse-là, tu comprendrais rien. Parce que 3 cases suffisent pas pour t'expliquer autant dans un film que dans une BD. Ouais, mais il y a peut-être justement dans le film, ça te prend tout. Ça te prend la vue, ça te prend l'écoute, ça te prend tout. La BD, ça te prend que la vue, quoi. Après, l'imagination, la lecture, enfin, c'est... Et qui remplit les trous, voilà. Et c'est ça, c'est trop du matraquage, on va dire. On te montre tout ce qui se passe et on te laisse pas assez de liberté. Donc j'ai eu certaines BD à traduire, là, qui sont plus ou moins courtes, mais si tu les filmais, ça prendrait... Tu ferais une série de 9 heures, quoi. Si tu voulais être fidèle. Ok. Des fans de BD, on va dire, sur Varsovie, tu cherches des BD, tu vas où? En général, donc, dans certaines librairies, là, il y a certaines BD, par exemple les plus grands, genre Empik, ont beaucoup de productions traduites en polonaise tout de suite. Certaines des séries que je traduis en anglais depuis le français en anglais sont parallèlement traduites ici en polonais. C'est surtout les plus grandes séries très connues avec beaucoup de volets, par exemple Aqua, Blue, les grandes séries qui sortent actuellement en France. Et ça, tu le trouves chez Empik? Oui, tu peux le trouver. Et des autres séries qui ont été déjà traduites partout et sont assez connues, genre Black Sad, tu connais? Oui. Ouais, donc maintenant la BD, ça devient plus ou moins grand public. Par contre, en regardant l'Europe, j'ai compris que quand j'ai commencé à travailler pour la boîte, il y a 4 ans, 5 ans de ça, c'était pas aussi bien développé. Depuis ce temps-là, j'ai entendu parler d'au moins 4-5 éditeurs américains qui ont commencé à le faire. En Pologne, les éditeurs ne sortent que des éditions en polonais. D'après ce que j'ai compris, les tirages peuvent être très petits ici, même 200 à 1000 exemplaires peut être compté comme normal pour un pays de 50 millions de personnes. Donc on voit un peu le marché dans ce cas-là. Par contre, à l'ouest aussi, des fois les tirages sont beaucoup moins que tu n'attendrais. Pas comme en France, où vous les sortez en 100 000 exemplaires. C'est vraiment de la culture. Oui. Parce que justement, il y a Egmont qui travaille dans les jeux de société, mais qui travaille aussi dans la publication de BD. Et en Russie, ils sont aussi. C'est un des seuls qui traduit en russe les auteurs de l'Ouest. En Russie, ils font pas qu'en Pologne. Mais de l'autre côté, Egmont est c'est un peu de masse. Ok, c'est pas de la BD spécifique. J'ai pas eu le temps, malheureusement, avec mes propres boulots, de vérifier la qualité de leur traduction et tout ça. Mais j'imagine que je te parlais tout à l'heure d'une série qui se passe en Pologne pendant la guerre avec l'armée Armia Krajowa et Podziemie Polskie. Disons, en traduisant ça, j'ai passé pas mal de temps à vérifier les détails historiques de la guerre, etc., pour garantir que tout allait bien. Un de nos recenseurs qui lisait
après nous, a fait remarquer que le français avait mal dessiné l'uniforme d'un mec dedans qui était un vrai personnage historique et qui n'a jamais atteint je ne sais plus quel grade. Donc il devait avoir une étoile de moins sur ses épaulettes et qu'il faudrait absolument retoucher les images, sinon ce sera mal vu à l'Ouest parce que tout le monde sait que c'est un général, etc. Donc, vu qu'il y a des passionnés dans le monde à ce point-là, on est obligé d'essayer de coller au plus près des détails. Je ne sais pas à quel point le traducteur polonais de la même série a fait ça vers le polonais. Je te parlais avant l'émission là, d'un endroit où, carrément dès la première bulle de la première page, un pilote vole de point X à point Y en Pologne. Et en français, c'est marqué une ville, un tel. En regardant les cartes, j'ai compris qu'en volant de là jusque là, le mec ne pouvait pas passer par cette ville-là. Donc j'ai trouvé sur la carte une ville possible qui aurait pu être mieux et qui n'était pas trop longue pour rentrer dans la case, dans la bulle. Et j'ai donc proposé une version plus logique et l'auteur lui-même a accepté que ce serait mieux comme ça. Et quand il y a une situation comme ça, l'auteur essaie de la changer dans la version originale ou il la change juste dans la traduction? Ça, c'est une question aussi parce que souvent, je traduis des choses qui sont sorties il y a 5-10 ans de ça, ou plus même. Et c'est déjà, disons, canonique. C'est fait. Donc mais en travaillant dans n'importe quelle publication, enfin, l'édition en général, on voit énormément d'erreurs, même si on a essayé d'enlever toutes les erreurs avant la publication. Il en reste. Tu les vois tout de suite, ça saute dans les yeux après. Donc, je fais de mon mieux d'éliminer ça avant publication. Si au cas où c'était un truc hyper classique, genre Astérix, que j'ai malheureusement pas eu, c'était déjà pris et fait. Si c'est un truc comme ça qui risquait d'être régulièrement réimprimé, il changerait très vite ça. Je les ai signalés plusieurs fois aux maisons d'édition françaises qui ont dit que dans une version ultérieure, ça va être changé. Ou plutôt c'est « Oh merde, on n'a pas remarqué ». C'est ça. Ça, faut attendre que ce soit republié et si c'est republié, il y aura peut-être le changement. Ma première fois que j'ai traduit pour Humanoid aux États-Unis, j'ai reçu la traduction que j'ai fait et c'était une belle livre, enfin énorme, vraiment de belle qualité, etc. Mais eux, ils avaient rédigé mon texte après moi, sans m'en parler. Et je suis en train de lire l'original et ça sent bon, c'est un grand bouquin. Et, disons, vu que je passe la plupart de mon temps à regarder un texte en Word sur l'écran, ça fait du bien de le tenir et le sentir, etc. Donc, et dans ce cas-là, je remarque qu'ils ont changé un petit mot là, ou rajouté une autre idée, et oublié d'enlever le mot « of » au milieu. Donc, je vois une erreur qui est collée là-dedans. Je les signale. Ils vont faire les errata dans une version ultérieure, mais ça peut... Disons, d'habitude, il faut vendre d'habitude le premier tirage avant de penser. Ouais, c'est ça. Après, c'est chaud, quoi. On parlait des auteurs polonais. Est-ce que tu connais des auteurs de BD? D'abord, on a parlé, en fait, pas d'un auteur, mais d'un dessinateur, Rosinski. Rosinski, qui est vachement connu... Avec Torgal. Oui, justement, dans l'Ouest, à cause de Torgal. En fait, lui, il a sorti 2 ou 3 séries en Pologne avant d'aller là-bas se réaliser comme il faut, justement parce que vous avez un marché de BD. J'en connais des auteurs de BD polonais qui sont jamais vraiment sortis de la polonophonie, si ça se dit. C'est quoi mis à part tes traductions, si 2 ou 3 BD dont tu es vraiment fan, quoi, des BD pour un lecteur de BD. Pour moi-même des ou BD pour qui doivent se lire, des BD qui doivent être lus. Ok. Oh là 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 là. Les premiers noms qui moi, je suis très fan. C'est pas parce que je travaille pour la boîte Humanoids, les humanoïdes associés en France. Par exemple, il faut lire tout ce qui était
jamais écrit par Alejandro Jodorowsky. Ok. Par exemple, toute la série L'Incal, qui fait, j'ai perdu le compte, mais il y a L'Incal, avant L'Incal, après L'Incal, et puis plusieurs nouvelles incarnations, et 2 ou 3 séries en parallèle. Ouais, ça c'est essentiel. Ok. Et donc le métabaron qui est lié. Ouais. Astérix, Tintin, clairement. Moi, je suis très fan d'une série qui s'appelle Sillage, qui a été légèrement traduit en anglais, plus ou moins piraté, je suis pas sûr. Ça s'appelle Wake en anglais. Et si disons, c'est une opéra cosmique, si tu veux, au niveau Star Wars et Star Trek et tout le reste, mais vraiment réel, avec une jeune fille dedans. Dès le premier épisode, tu as l'impression que c'est quand même une gamine et c'est pas aussi sérieux que tout ça. Et des robots marrants, etc. Mais ça va très vite dans la politique et l'éthique interplanétaire et des choses vraiment. Et tu as des situations. Genre, tu es sorti du cinéma sidéré et pas capable de parler pendant 2 heures. J'en ai eu ça à partir de certains épisodes. Je regarde quand tu parles des trucs intersidérales, je vois un peu là t'as retour sur Belzagor. Ça, c'est les Ça me fait un humanoïdes. peu... Non, mais Il ça a me fait été penser traduit à récemment. Bételgeuse. Ou C'est Betelgeuse. Léo. Ouais. C'est ça. elle est D'accord, Léo. monumentale. J'adore. J'allais Elle est rajouter ça sur la liste. monumentale. Mais il y en Léo. a 3. Oui, il y a Bételgeuse. C'est 3 noms. Non, je attends. crois. D'abord, c'est Aldébaran, C'est Bételgeuse et Antares. Ok, cool. Bon, bah, merci beaucoup. Merci, mon cher Marc, c'était génial. Merci bien. Enchanté d'être interviewé.